nous. Bonjour Rachel. Absolument. Bonjour Steve. Rachel, merci beaucoup de nous rejoindre. On a écouté il y a quelques instants à la fois Pascal Sunshine et les mots très forts de Yarden Bibas, hein, le père et le père, respectivement de Chéri, Ariel et Kfir Bibas. On ne sait pas trop comment commenter ces mots, ces déclarations d'amour et cette tristesse infinie de cet homme. Oui, c'est extrêmement difficile. Je viens de quitter, j'étais en ligne avec Chaim Corsia, là, justement, parce que ces mots sont... Ouais, grand rabbin de France, ces mots sont insoutenables. C'est-à-dire que, et notamment cette double culpabilité, il a présenté ses excuses auprès de sa famille de ne pas les avoir protégés. Et on imagine cette culpabilité aussi, la culpabilité qu'on connaît bien, malheureusement, celle des rescapés. Donc, il va falloir entourer cet homme, mais toute cette matinée est une sombre journée. J'ai du mal à comprendre comment l'ensemble de la communauté internationale et toutes nos chaînes de télévision n'étaient pas en fait sur cette cérémonie aujourd'hui. Alors, ce qui était très, très fort, également très remarquable, c'est justement cet accompagnement de la famille et du cortège funèbre par tout le pays, avec ce pays qui portait des ballons orange et qui demandait pardon, comme si la nation se sentait responsable de ce qui était arrivé à cette famille et à toutes les victimes du 7 octobre. Il demande pardon, il présente des excuses, ce qui arrive rarement en fait, notamment chez nos leaders politiques, alors même que c'est l'ensemble de la communauté internationale qui doivent demander pardon. Pas un mot de l'ONU, pas un mot de l'UNRWA, pas un mot de la Croix-Rouge, pas un mot de l'UNICEF, pas un mot de l'Europe, des différents comités et commissions qui s'occupent normalement des droits de l'homme, des droits fondamentaux, des droits des femmes. Pas un mot de Guterres, pas un mot de Karim Khan. Et c'est Israël et c'est le peuple d'Israël qui demande pardon. Ces enfants, Kfir et Ariel, Zichronam Livracha, ont symbolisé avec leur maman toute la douleur, toute la souffrance du peuple israélien et du peuple juif par-delà au moment du 7 octobre et le martyre du peuple israélien le jour du 7 octobre et après pour ceux qui étaient pris en otage. Oui, et de toutes les familles et de tous les enfants. On pense à ces enfants qui ont connu les guerres, alors au Congo, au Rwanda, on pense à Anne Frank, on pense à Joseph Joffo, un sac de billes, on pense à Au revoir les enfants de Louis Malle, on pense à tous ces enfants de la guerre, on pense à l'innocence aussi, et on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la chance aujourd'hui de vivre dans des sociétés où nous avons nos enfants, où ce soir on va pouvoir coucher ces enfants, leur raconter des histoires, les serrer dans nos bras. Embrasser nos femmes et nos maris. C'est d'une douleur inouïe, en fait. Steve, j'ai du mal un peu à parler aujourd'hui. Pardon, mais c'est compliqué. Rachel, vous parliez des enfants, de nos enfants. Question et réponse subjective, bien sûr. Comment peut-on expliquer à nos enfants, qui sont géographiquement moins loin de ce qui se passe en Israël, leur expliquer ce qui s'est passé, parce qu'ils ont pour la plupart entendu parler de cette famille Bibas qui est un peu entrée et dont les visages sont un peu entrés dans tous les foyers juifs, leur expliquer ce qui s'est passé et comment leur expliquer que des enfants ont été tués, ont été pris en otage, des bébés ont été pris en otage, un bébé a été pris en otage et qu'ils ont été tués à main nue par les terroristes. Qu'il faut leur en parler. Il faut leur en parler. Moi, je considère qu'à partir du moment où les barbares arrivent à tuer à main nue un bébé de 9 mois, alors nos enfants qui vivent en sécurité auprès de leurs parents et dans un pays en paix et qu'il faut maintenir en paix, on peut leur expliquer. Et il faut leur expliquer, même s'ils sont petits. À partir du moment où on a vu des bébés qui naissaient en camp de concentration, alors nos enfants, il faut leur expliquer même petits, parce que même si on pense qu'ils ne comprennent pas, je pense qu'on peut toujours leur expliquer d'une manière où ils peuvent comprendre. Cette catastrophe sans les traumatiser, sans les traumatiser, mais leur expliquer, en tout cas, ça fait partie malheureusement de notre héritage, un héritage qui revient.
Et un héritage en leur expliquant peut-être qu'aussi, on peut expliquer en parallèle l'amour et la joie et la fierté de faire partie de ce peuple juif aussi. Et de cette solidarité qui s'est exprimée notamment depuis ce matin. C'est un moment aussi où la nation israélienne, malgré les frictions politiques, malgré les divergences parfois fortes, se ressoude. Oui, c'est une leçon internationale, en fait. Ce qu'est en train de faire le peuple israélien, aussi divisé qu'il est, de faire corps, justement, pour porter ces petits cercueils-là. Vous savez que plus un cercueil est petit, plus il est lourd à porter. Et l'ensemble d'Israël a fait corps en solidarité avec les familles. Je crois que c'est ce que nous n'arrivons plus à faire en Occident et notamment en France. Quand on a des enfants qui meurent, notamment d'injustice, je pense à Elias par exemple, qui meurt parce que pour un téléphone portable, la France n'est pas là, le peuple ne fait pas corps, chacun est extrême gauche, extrême droite, divisé, etc. Là, le peuple a fait un, comme l'Éternel en fait. Et ça, c'était fort et c'était beau et c'est une grande leçon de fraternité. Cette idée de pardon, on a beaucoup entendu depuis ce matin, entendu ou vu sur des banderoles ou répété par des personnes qui accompagnaient le cortège funèbre, mot qu'on a retrouvé également terrible. J'en parlais en ouvrant cet échange avec vous, Rachel, du père et du mari Yarden Bibas, qui s'excusait de ne pas avoir réussi à les sauver. C'est un mot qui va revenir beaucoup et qui s'accompagne d'une forme de regret éternel. Oui. À l'heure où le principal fléau en Occident, c'est la lâcheté, de tourner la tête et de faire comme si rien ne nous concernait, là, on a un père qui n'y est pour rien en réalité et qui demande pardon. Et on a tout un peuple qui demande pardon en responsabilité. Et ça me fait penser aussi à ces mots de Romain Gary dans différents ouvrages. Il raconte, alors que ce soit par rapport aux Noirs aux États-Unis, etc., il raconte « Je me sentais d'une responsabilité internationale ». Et je crois que le peuple juif, c'est ça, c'est se sentir d'une responsabilité internationale. Et dans cette famille-là, un papa qui demande pardon de ne pas savoir protéger sa femme et ses enfants, même s'il n'y est pour rien. Parce qu'on est toujours responsable quelque part, parce que le fait d'être en vie nous rend responsables. Rachel, je voudrais qu'on parle d'une actualité israélienne qui va nous occuper dans les prochaines heures et dans les prochaines 24 heures en particulier. On annonce la libération, a priori demain, de 4 otages morts. Il semble, il faut être encore très prudent, mais que parmi ces 4 dépouilles se trouve un otage franco-israélien, Ohad Yahalomi, qui aurait eu aujourd'hui 50 ans. On avait très peu d'informations sur la manière dont s'était passée sa période d'otage à Gaza. Il semble qu'il soit mort désormais. Je ne sais pas comment vous réagissez à cette annonce qui n'est pas encore confirmée par Israël. C'est une annonce qui a été faite par un groupe allié du Hamas, les brigades al-Nasser Salah al-Din. On attend une confirmation qui viendra peut-être après le retour des corps, justement après les mesures d'identification. Non, mais écoutez, Steve, depuis le 7 octobre, c'est à la fois le trauma d'un pogrom, le trauma d'un crime contre l'humanité, le trauma d'un génocide, le trauma d'un silence, puisque les organisations internationales sont aux abonnés absents. Les leaders politiques, notamment ici, font mine de tourner la tête. Et là, ce silence, cette manipulation, cette guerre psychologique qui opère et qui nous oblige à déduire que cet otage français est mort parce qu'il ne fait pas partie de la phase 1. C'est-à-dire que maintenant qu'on a vu toutes les mises en scène du Hamas, les mises en scène macabres, qui sont capables en fait d'avoir des cris de joie et de la musique autour de cercueils morts, et que maintenant on déduit que nous avons un de nos concitoyens qui n'est plus, et qu'il faut nous en résoudre, et qu'on veut garder l'espoir jusqu'au bout à chaque fois, mais à chaque fois c'est de pire en pire. Et le problème que j'ai en tant que Française, c'est que je n'entends rien aujourd'hui.
On va y revenir sur ce point, sur les hommages qui pourraient être rendus notamment à Ohad Yahalomi et à tous les ressortissants français qui sont morts le 7 octobre, même si évidemment l'hommage national avait été rendu. Sur ce point de la remise des corps, on avait été absolument terrifiés par le spectacle et la mise en scène funeste et macabre la semaine dernière organisée par le Hamas au moment du retour de la famille Bibas en 2 temps, rappelons-le. J'ai interrogé tout à l'heure à ce propos le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris qui espérait que les assurances qui avaient été données aujourd'hui à Israël soient respectées, même si évidemment qu'il y avait un énorme doute sur le fait que ça le soit. Demain, est-ce que vous êtes également inquiète sur ce qu'on pourrait voir à nouveau demain et qui ne sont pas des scènes auxquelles il faut s'habituer? Oui, je suis inquiète, évidemment que je suis inquiète. De toute façon, ce sont des gens, on ne peut pas négocier avec les terroristes. À un moment donné, il faut arrêter ce truc du Quai d'Orsay, etc., de négociation avec le Hamas, de 2 peuples, 2 États. Vous voyez bien que ce sont des personnes qui ne sont pas humaines, qui sont sorties de l'histoire de l'humanité. Ces gens qui font des mises en scène avec des morts et par ailleurs qui utilisent l'argent envoyé par l'ensemble des pays du monde, soi-disant pour les Gazaouis, pour faire des mises en scène avec des grands écrans, des LED, de faire des logos, etc., etc. C'est dingue, en fait, que nos responsables politiques, nos dirigeants qui sont censés protéger nos corps, mais aussi nos esprits, ne prennent pas la parole sur ce qui est en train de se passer. Donc oui, forcément, on a peur. Et vous voyez maintenant dans quelle logique nous sommes. C'est comme si, oui, il y a les otages qui ont été dans des tunnels. Il y a ces morts qui sont encore dans des tunnels. Et nous-mêmes, nous sommes dans un tunnel. Un tunnel mental de savoir qu'est-ce qui va nous attendre demain pour cette libération de corps. On est parfaitement dans le scénario de la guerre psychologique que mène le Hamas depuis maintenant le 7 octobre avec la diffusion en direct de leurs crimes. On est dans des registres différents aujourd'hui, mais on est toujours dans cette même mécanique propre à la terreur et au terrorisme. Terreur, terrorisme, guerre psychologique, et nous n'avons pas Guterres ou Karim Khan pour qualifier ce qu'est cette guerre psychologique qui fait son lit en plus à travers les réseaux où toutes les images sont propagées à travers le monde pour intimider l'ensemble du monde libre. Et je pense que aujourd'hui, et notamment parce que nous avons enterré Shiri, Ariel et Kfir aujourd'hui, que l'ONU, la CPI et toutes ces organisations internationales ont une très lourde responsabilité par rapport à ce terrorisme qui est à l'œuvre d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous en direct dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire, un livre qui, je le rappelle, a été récompensé par le prix Edgar Faure. On peut retrouver cet échange comme chaque semaine en podcast sur notre site radioj.fr. La vidéo de l'entretien est également à retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Rachel et à la semaine prochaine avec, je l'espère, de bien meilleures nouvelles. Oui, moi aussi Steve. Merci. Merci à vous.